Regardez ces images, c'est Antony Blinken qui est arrivé tout à l'heure à Kiev, une visite surprise. Les visites François Clémenceau sont jamais tellement annoncées très à l'avance, mais c'est vrai que là rien n'avait filtré de cette quatrième présence du secrétaire d'État américain à Kiev depuis le début de la guerre. Quelques jours après le début de l'offensive russe, nous ferons tout ce qu'il est possible humainement pour vous aider face à cette difficulté majeure, a dit l'Américain au président ukrainien. Tout ce qu'il est possible de faire. Dans une tribune du Monde, un certain nombre de personnalités militaires et civiles font une proposition sur laquelle on va s'arrêter. Jade, Partouche, vous nous rejoignez. Cette tribune, évidemment, vous l'avez lue, mais avant de nous expliquer ce qu'elle propose aux Ukrainiens comme aide immédiate, vous avez observé que les défenses aériennes ukrainiennes sont moins efficaces parce que moins nombreuses face à des tirs russes qui, eux, sont beaucoup plus importants en volume et de meilleure qualité. C'est très frappant en chiffres. Et c'est un constat que dresse l'armée de l'air ukrainienne. Chiffre à l'appui, 83% des missiles russes étaient interceptés par les Ukrainiens l'année dernière, 30% le sont seulement aujourd'hui. Alors est-ce que c'est le résultat du trou d'air laissé par l'aide américaine? Fort possible. Toujours est-il que les Ukrainiens peinent à protéger leur ciel. Au cours des 6 derniers mois, l'Ukraine a intercepté 46% des missiles russes, alors que c'était plus de 70% au cours des 6 mois précédents, donc en milieu d'année dernière. Une interception d'autant plus difficile que l'armée russe a intensifié ses attaques, notamment avec l'utilisation massive de missiles balistiques qui sont d'autant plus difficiles à intercepter. 10% seulement ont été interceptés par l'armée ukrainienne sur les 6 derniers mois. Et donc, ces chiffres appuient en quelque sorte un appel lancé dans le monde par un collectif de militaires, intellectuels, civils, bien connus d'ailleurs pour certains de téléspectateurs de LCI, une tribune qui demande une coalition alliée. Parmi les signataires, on retrouve par exemple Xavier Dittelmann, qu'on connaît bien, Gali Ackermann également, le général Vincent Desportes ou le général Yakovlev. Tous dressent le même constat: l'Occident doit aider l'Ukraine à fermer son ciel. C'est sur ça, plus que sur tout le reste, presque, qu'il faut se concentrer désormais. Selon eux, on peut faire plus et on peut faire mieux. D'abord, donner plus de moyens de défense anti-aérien. Arrêter de répéter à l'envi que les armes ne sont pas disponibles. Elles le sont si l'Europe mutualise ses efforts, si l'Occident mutualise ses efforts. Deux exemples sont cités. Des batteries de missiles sol-air à longue portée comme les Patriotes américains ou les Mamba français, on en a déjà parlé, et des radars de surveillance aériens longue portée. Et là encore, la France est bien placée pour en fournir. C'est cet ensemble-là qui doit être fourni à l'Ukraine. C'est une décision du gouvernement avant toute autre chose. ukrainien. De mobiliser directement nos systèmes de défense aériens et nos avions, nos chasseurs français par exemple, dans le ciel ukrainien. En résumé, se servir de l'exemple le plus récent et le plus probant qu'on ait, c'est-à-dire l'échec de l'attaque iranienne sur Israël. Si la protection du ciel est techniquement possible au Proche-Orient, elle pourrait l'être en Ukraine. Elle demande avant tout la détermination politique de nos gouvernements. Extrait de cette tribune du Monde. Si Israël a réussi à se défendre, je vous rappelle que c'est en partie grâce à l'aide, effectivement, de ses alliés qui ont intercepté les missiles avant qu'ils n'arrivent en Israël. La France et ses alliés ont aujourd'hui, en Roumanie, en Bulgarie et en Pologne, des moyens extrêmement importants, notamment sol, air et aérien, pour intercepter et détruire directement les missiles russes en Ukraine. Ces pays donc pourraient soulager, c'est ce que disait le général Yakovlev hier, soulager en gros la défense ukrainienne sur toute la partie ouest pour lui permettre de se concentrer davantage sur le front. Instaurer une zone de protection aérienne ne nécessite pas d'intercepter les avions russes eux-mêmes, et donc une telle opération défensive ne saurait constituer une déclaration de guerre à la Russie, c'est important. Former donc une vraie coalition des alliés pour engager les moyens aériens. Deux exemples sont cités: l'aviation polonaise à Lviv ou l'aviation française à Odessa. Pour tout cela, une chose, et c'est ce que disent les signataires de cette tribune, faire évoluer notre doctrine militaire à ce sujet. Merci beaucoup Jade. François Clémenceau, Catherine Gentil de Cannes-Côte, Michel Goya, Gilles Delafont, vous êtes toujours avec nous. Évidemment, vous allez nous dire ce que vous pensez de cette tribune et de ces propositions qui consistent à engager nos avions, et des avions français en particulier, pour défendre et intercepter, détruire des missiles russes. C'est un engagement complètement inédit jusque-là. Nous sommes avec Pierre Reymann. Merci Pierre Reymann. Vous êtes un des signataires de cette tribune, historien, fondateur de l'association pour l'Ukraine, pour leur liberté et la nôtre. Vous travaillez avec des officiers de l'armée de 2e section pour évaluer l'aide militaire. Restez avec nous, le débat va s'engager. Catherine Gentil, quelles sont vos observations sur cette tribune? Est-ce qu'il faut aller jusque-là?
il y a urgence pour Non, mais moi l'Ukraine. surtout, je voudrais poser une question aux signataires parce que j'ai pas tout à fait compris une partie justement de la proposition qui est faite. Vous parlez de l'aviation polonaise qui pourrait intervenir du côté de Lviv. Donc là, on comprend que les avions pourraient être en Pologne et intercepter des missiles russes qui se dirigeraient vers cette région. Mais vous parlez des Français à Odessa. Donc là, c'est quoi la suggestion? C'est d'envoyer des avions français à Odessa ou des batteries anti-aériennes? C'était la question qu'on se posait avec Michel Goya. En clair, c'est intervention directe ou toujours à l'extérieur de l'Ukraine, quoi. C'est la question concernant les avions, en tout cas. Pierre Reymann. Oui, les avions français sont en Roumanie comme les avions polonais sont en Pologne, donc ils sont à portée d'Odessa. Ils sont, je dirais, dans une proximité. On ne parle pas d'avions français qui se trouvent sur le sol français actuellement, mais de ceux qui sont déjà déployés dans l'est de l'Europe. Ce que je voudrais dire, c'est qu'il ne s'agit pas ici d'intervenir sur le front ukrainien, il s'agit d'intervenir dans une dimension très particulière de la guerre, qui est la dimension terroriste développée par la Russie, qui consiste à détruire systématiquement les infrastructures ukrainiennes sur les arrières, les infrastructures énergétiques notamment, mais aussi les hôpitaux, mais aussi un certain nombre d'usines et d'habitations civiles. Et ceci est extrêmement problématique pour les Ukrainiens qui doivent à la fois défendre le front, défendre leurs arrières. Donc nous pensons que ce que devrait faire la France et un certain nombre de pays européens, c'est intervenir à partir en livrant d'abord, première chose, en livrant plus de moyens anti-aériens. En mutualisant nos moyens en Europe, nous pouvons en livrer plus. Il faut livrer des armes anti-aériennes, typiquement des SMPT français, les fameux Mamba, et en produire d'autres. Il ne faut pas produire pour livrer, il faut livrer et produire parce qu'il y a une urgence. Et puis, ces mêmes moyens qui sont développés, qui sont présents à la frontière de l'Ukraine, peuvent servir à couvrir une partie du territoire ukrainien. Et enfin, notre aviation peut intervenir, non pas pour attaquer la Russie, il ne s'agit pas de ça, mais pour détruire ces missiles qui font tant de dégâts civils. Donc, première partie, c'est produire pour livrer l'Ukraine. Donc, dans le contraire, livrer et produire. Livrer, nous avons des moyens, il faut les livrer. Il faut livrer. Et on recomplétera en produisant. Mais on produit principalement, prioritairement pour l'Ukraine. Absolument, parce que quand on défend l'Ukraine actuellement, on défend l'Europe et on défend la France. Je veux dire, tous les responsables militaires et le président le dit. Mais on a beaucoup dit que un des révélateurs de cette guerre en Ukraine, c'est une forme de pas de déniement, mais en tout cas de manque, d'une faiblesse de l'arsenal militaire européen et en particulier français. Donc, est-ce que la France n'a pas aussi besoin de produire pour livrer son armée? Vous dites non, il faut arrêter, il faut d'abord livrer l'Ukraine. Non, il faut évidemment faire les deux. Nous ne demandons pas de démunir la France, mais nous disons aujourd'hui il y a une priorité. Cette priorité doit être assurée en livrant des armements anti-aériens à l'Ukraine. Il faut recompléter en produisant nous-mêmes. Et personne ne parle, aucun des signataires de cette tribune, aucun des généraux qui l'ont signé ne dit il faut envoyer tout ce qui est disponible en France. Mais il y a des moyens qui peuvent être envoyés, et c'est cela dont on parle. Et par ailleurs, quand on produit autant pour l'Ukraine que pour la France actuellement, parce qu'il faut que nos téléspectateurs en soient convaincus. La défense de l'Ukraine, c'est la défense de l'Europe et de la France. Ce sont il n'y a qu'à écouter le discours de Poutine le 9 mai pour le comprendre. Et alors, deuxième partie évidemment très intéressante, vous prenez l'exemple de l'assistance française dans l'attaque aérienne ou la défense d'Israël lorsque l'Iran a attaqué. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée de reprendre cet exemple pour défendre le ciel ukrainien, Gilles Delafont? Alors, la première chose qu'il faut rappeler, c'est que cette tribune, elle ne tombe pas comme ça de nulle part. Fin avril, au Luxembourg, les ministres des Affaires étrangères européens se sont réunis autour d'une thématique précise, qui est la défense du ciel ukrainien, précisément parce que, comme le rappelait M. Reymann, 80% des infrastructures énergétiques ukrainiennes ont été détruites par des missiles. Donc ça, il fallait faire quelque chose. Sauf que le problème, c'est qu'une fois qu'on a mis les Européens au pied face à leurs responsabilités, eh bien c'est très compliqué.
parce qu'il y a des patriotes qui ont déjà été livrés, les Allemands ont livré des patriotes. Je crois que les Pays-Bas envisagent de le faire, mais hésitent. Il y a des pays, la Pologne, la Grande-Bretagne, qui refusent de livrer des patriotes. Les Français doivent livrer des Mamba Franco-Samba ou Mamba, je ne sais plus. C'est-à-dire que les Européens pourraient se mettre d'accord pour acheter aux Américains des patriotes et les livrer aux Ukrainiens. Donc il y a ce contexte. Je pense que cette tribune, elle vient pour pousser à la décision politique, puisque c'est envisagé. Et au même moment en Allemagne, vous avez toute une série de députés allemands qui, eux, réclament également la même chose, c'est-à-dire d'utiliser les forces de l'OTAN depuis la Pologne, depuis la Roumanie, pour détruire des missiles russes. Mais là, depuis les territoires, effectivement, de ces pays concernés. Donc je pense que cette tribune vient pour renforcer un petit peu cette pression politique. D'accord. Et mobiliser, par exemple, les chasseurs français pour détruire les missiles russes en vol. Alors là, c'est ça ce qu'il y a de plus spectaculaire. Oui, alors quand il est dit dans la tribune que c'est pas une entrée en guerre contre les Russes, ça je pense qu'il faudrait demander l'avis aux Russes. Je suis pas sûr qu'ils le verraient comme ça. Hein. Je vais demander l'avis au colonel Goya. Est-ce que ce serait ce qu'on appelle depuis le début une co-belligérance? Est-ce qu'on entre en guerre si on mobilise nos chasseurs français? Rappelez que le mot la co-belligérance, ça n'existe pas en termes de droit. Alors oublions. On est en guerre ou on ne l'est pas. Alors est-ce qu'on serait en guerre si on suivait la préconisation de la tribune? Pas forcément. Après tout, les Turcs ont abattu un avion russe qui avait pénétré dans leur ciel en 2015 en Syrie, enfin à la frontière de la Syrie. Ça n'a pas déclenché une guerre entre la Turquie et la Russie. En revanche, oui, on s'en approche beaucoup quand même. Même contexte. Oui, c'est pas le même contexte. C'est peut-être même pas le même Poutine. Oui, non, mais je veux dire, on s'en approche forcément. Là, on est sur le seuil. Quand on commence à se taper dessus, on est sur le seuil. Et surtout, si on tape des humains, taper des missiles, c'est une chose. Taper un avion avec un pilote à bord et tuer des gens, là, c'est encore le cran au-dessus. Donc, oui, dans cette tribune, l'idée qu'il faut soutenir la défense aérienne ukrainienne, c'est évident. La deuxième étape, c'est est-ce qu'il faut taper tous les missiles qui arrivent à portée de tir de la frontière de l'OTAN, pour des frontières de l'OTAN, c'est ça Bon, à la limite, pourquoi pas, mais c'est déjà une escalade, incontestablement, c'est sûr. Et ensuite, est-ce qu'il faut faire pénétrer des avions de combat, entre faire pénétrer des avions de combat dans le ciel ukrainien ou envoyer un bataillon au sol, c'est exactement la même chose. Donc là, ça veut dire intervenir directement dans la guerre, et donc concrètement, surtout s'il s'agit de frapper, de détruire des éléments russes, même des machines, même des missiles, là, on est quand même très largement au-dessus du seuil de la guerre. On est, pardon, colonel, on est dans l'hypothèse de l'envoi de troupes d'Emmanuel Macron. Ça reviendra au même. Bien sûr, ça revient au même. Ça revient exactement au même. Ça revient au même. Alors on peut, dans l'absolu, avoir des situations où on est comme ça, on reste sur un niveau d'accrochage, on reste sur un niveau de pression, et puis ça va pas plus loin. Mais c'est quand même extrêmement dangereux. Déjà, il faut rappeler que les Alliés ont décidé de débloquer un budget de 5 milliards de dollars pour acheter 1000 missiles patriotes, justement, pour aider la défense anti-aérienne ukrainienne. Mais c'est pour ça que, pour revenir sur ce que disait Michel Goya, que je posais la question de savoir ce que les signataires de cette tribune entendent par notamment les Français à Odessa. Est-ce que ça veut dire que précisément les avions français, dont, comme le disait M. Reymann, effectivement une partie sont stationnés en Roumanie, etc., entrent dans l'espace aérien ukrainien, ou est-ce que ce sont des tirs qui se font à l'extérieur? L'autre chose, on parle d'abattre... Alors, on va demander à M. Reymann de répondre. Non, mais c'est dans la même question, parce que c'est dans le même sens, d'abattre des missiles qui frôlent ou franchissent la frontière. Alors, évidemment, si ça franchit, c'est en Pologne ou un pays limitrophe. Qui frôlent, ça veut dire qu'ils sont toujours en Ukraine. Et c'est là, effectivement, que se pose la question de l'importance de cet engagement. Pierre Reymann. Oui, si des missiles russes franchissent la frontière de la Roumanie, par exemple, ou de la Pologne, nous sommes dans la situation où l'OTAN doit assurer la défense de ces pays et doit réagir immédiatement. Le président américain avait dit « nous défendrons chaque centimètre carré du territoire de l'OTAN ». Si un missile franchit, il franchit plus que quelques centimètres. Ils ne l'ont pas fait, rappelle Catherine Gentil. Oui, ils ne l'ont pas fait. Souvenez-vous, il y a un missile russe qui a survolé la Pologne. Il y en a eu un. Oui. Cette question-là, pour nous, n'est pas la question la plus immédiate. La plus immédiate, c'est l'interception des missiles, je dis bien des missiles, je ne parle pas des avions russes qui d'ailleurs ne franchissent pas
pas cette zone-là, mais des missiles qui détruisent des infrastructures civiles, et ces missiles sont atteignables quand ils sont par nos moyens, quand ils sont dans l'ouest de l'Ukraine. C'est pour ça que nous avons pris l'exemple de la ville de Lviv, qui est pas très éloignée de la Pologne, ou de la ville d'Odessa, qui est à portée de nos avions qui sont en Roumanie. Et je voudrais rappeler que ceux qui font de l'escalade militaire, ce sont les Russes. Ce ne sont pas les Alliés. Les Alliés de l'Ukraine se donnent les moyens pour empêcher l'Ukraine de la Russie de gagner la guerre. C'est ce que déclarent les chefs d'État européens. Eh bien, aujourd'hui, ça implique de protéger les infrastructures énergétiques de l'Ukraine et les infrastructures civiles. L'escalade, dites-vous. Oui, non, c'est pas un gros mot d'escalader. C'est une réalité. On n'a pas encore franchi ce cap, François. Mais parfois, il faut. Sur cette interception, parfois, il faut. Oui. Et il faut là. Si on veut obtenir il faut. C'est une situation, c'est comme au poker. Parfois, il faut y aller, mais alors, est-ce qu'il faut y aller sans aller trop loin. C'est ça toute la difficulté. Oui. Alors, est-ce qu'il faut que des chasseurs français, avec d'autres, interceptent des missiles russes dans les conditions? Non, mais on ne parlerait pas de chasseurs pour intercepter des missiles s'il y avait le nombre de batteries antiaériennes suffisantes en Ukraine. Zelensky dit depuis plus de 6 mois qu'il lui en faut 25, il en a 5. Donc très clairement, il y a un effort colossal à fournir pour que des batteries de missiles antiaériens puissent être livrées. Le problème, encore une fois... C'est ce qui est en discussion au niveau européen. Bien sûr que c'est en discussion, mais les Européens disent on ne peut pas se dévêtir totalement. Pourquoi ? Parce que d'une part, ces batteries, enfin je parle sous le contrôle du colonel Goya, coûtent extrêmement cher, et on peut le comprendre. Une batterie patriote, c'est $1 milliard. Et chaque missile qui est tiré, c'est $4 millions le missile. Donc vous voyez bien l'argent que ça représente. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas les moyens financiers. Ça veut dire aujourd'hui qu'on n'a pas les moyens logistiques. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dévêtir totalement les systèmes de défense qui sont dans la plupart de ces pays. Alors, après, c'est vrai, on peut les acheter ailleurs. Mais le temps qu'on les achète, le temps qu'on les fasse venir, le temps qu'on les utilise, le temps qu'on puisse les mettre en place, ça peut prendre des mois. Or là, on est dans une forme d'urgence. Et donc, est-ce qu'il faut aller jusqu'à ce que préconise la tribune ? Moi, je crois que ce qu'on a appelé pendant très longtemps une zone d'exclusion aérienne, on en parlait et ça a été mis en place à une époque où c'était des dispositifs qui étaient validés, adoptés et sous pavillon des Nations Unies, notamment pour protéger les Kurdes en Irak. Aujourd'hui, ce dispositif-là ne serait plus applicable parce que, vous le savez, le Conseil de sécurité des Nations Unies est totalement divisé et on le voit d'ailleurs sur l'Ukraine depuis 2 ans et demi. Donc, ce serait une initiative unilatérale ou collective de la part des Européens ou des alliés de l'OTAN. Et pour l'instant, je ne vois pas ces pays-là, tous ensemble, se décider à le faire. Mais ce serait souhaitable ? Si on n'arrive pas à fournir le nombre de batteries de défense antiaérienne suffisantes pour protéger les infrastructures, ce qu'il en reste, et la reconstruction des autres, plus les grandes villes ukrainiennes, peut-être que oui, mais j'allais dire, avancer ces deux fronts-là à la fois me paraît effectivement un peu pas très raisonnable, quoi. Pas très raisonnable pas très raisonnable de penser qu'on puisse faire les deux en même temps, vous voyez ? Je pense qu'il est important, c'est de prendre un peu du recul. C'est ce qu'on disait au début, c'est-à-dire qu'on est dans la phase la plus critique de la guerre. Avril, mai, il se passe beaucoup de choses. 80% des infrastructures énergétiques ukrainiennes détruites. Les Ukrainiens à court de munitions, à court de défense antiaérienne. Il va et il doit se passer quelque chose. Effectivement, on va franchir probablement un cap. Comment ? Alors peut-être avec l'arrivée tardive de ces batteries de missiles, mais aussi, et ça a été annoncé hier par la première ministre danoise, qui a dit que d'ici 1 mois, les F-16 danois pilotés par des pilotes ukrainiens voleront dans le ciel ukrainien. D'ici 1 mois. Elle l'a annoncé hier. Donc, il y a quelque chose qui commence à bouger. Et d'ailleurs, l'OTAN a diffusé des images de pilotes ukrainiens à l'entraînement au Danemark. Ça bouge du côté estonien, puisque un média américain qui s'appelle Breaking Defense annonce que le gouvernement estonien envisage sérieusement d'envoyer des troupes estoniennes dans l'ouest de l'Ukraine pour prendre le relais des troupes ukrainiennes dans des rôles non liés au combat à l'arrière, permettant ainsi aux forces ukrainiennes de déployer dans les zones de première ligne. À l'arrière, des troupes estoniennes qui pénétreraient sur le territoire ukrainien pour prendre le relais.
Voilà ce qui est envisagé sérieusement. Cette affaire de troupes, quand même, elle progresse dans l'esprit notamment des pays les plus exposés. Voilà, plusieurs semaines après la déclaration d'Emmanuel Macron, il faut prendre ça au sérieux. Ah oui, bien sûr. D'autant que l'Estonie a été la première à joindre le président Macron depuis le 26 février dans cette idée qu'il fallait ne pas exclure d'envoyer des troupes en cas de besoin. Et pas les troupes combattantes sur le front, ça a été toujours exclu, mais l'idée de pouvoir effectivement jouer un rôle supplétif, c'est-à-dire de pouvoir envoyer des troupes qui soient à la frontière biélorusse, précisément pour servir des batteries de défense anti-aérienne là où elles sont nécessaires, ou pour pouvoir jouer tout simplement un rôle de formation sur place et non plus depuis l'étranger, parce que là aussi, on gagne du temps. Donc c'est pas du bluff. Non, bien sûr que non. Ce que dit l'Estonien. Kaja Kallas a été encore plus clair. La présidente estonienne, la première ministre estonienne a été extrêmement claire sur le sujet. Oui, non, bien sûr, c'est pas du bluff, mais bon, je dirais pourquoi pas. Et là encore, c'est pas se placer dans une situation d'appui, de soutien, de conseil, de logistique à l'arrière. C'est pas entrer en guerre non plus. Les soviétiques avaient envoyé 10 000 soviétiques. Quand on a vu ils sont pas entrés en guerre contre les États-Unis. Quand on a vu les réactions des Russes, mais aussi beaucoup d'alliés d'Emmanuel Macron quand il a fait. Quand il a dit sa phrase, c'était plutôt non, on n'ira pas jusque-là parce qu'on ne veut pas entrer en guerre. Ils n'iront pas. Non, mais vous dites ce ne serait pas une entrée en guerre Non, mais dans ce débat, je pense qu'il y a un paramètre fondamental qui manque, c'est la position américaine. Parce que les Américains, c'est quand même, en gros, les boss. Hein, et eux, ils ont toujours dit pas de confrontation avec la Russie. Donc, tout pays appartenant à l'OTAN, je pense, aura quand même si individuellement, hein, les pays appartenant à l'OTAN, ils peuvent mener des actions militaires à travers la planète sans engager l'OTAN. Mais là, vu le contexte... je pense qu'il est fondamental de savoir ce que pensent les Américains parce que par d'amicales pressions ou de très amicales pressions, notamment tous les pays qui sont sur la frontière avec l'Ukraine, les Américains peuvent aussi leur expliquer leur point de vue et est-ce qu'ils trouvent que c'est une bonne idée ou pas. Donc pour l'instant, c'est vrai que les Américains ont toujours été ceux qui ont été les plus réservés sur le fait qu'on puisse se retrouver face aux Russes et qu'il y a un risque d'escalade. Donc pour eux, le veto américain, c'est intéressant de savoir ce que Blinken va dire aujourd'hui aux Ukrainiens précisément. Exactement. Pierre Reymann, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle, historien et signataire de cette tribune que vous nous avez aidé à comprendre dans son entièreté. Un mot encore pour vous dire que la purge continue à Moscou. On apprend que le général Kuznetsov, responsable des ressources humaines au ministère de la Défense, a été arrêté, soupçonné d'activités criminelles. Criminelles, on pense à corruption. Donc c'est ce qu'annonce TASS ce matin. Donc quelques heures après le limogeage de Shoigu. C'est une annonce, le voilà, ce général. Vous le connaissiez Non, vous n'avez pas eu. Je ne connais pas tous les généraux russes. Tous les généraux russes. Mais en tout cas, quelques jours après son investiture, Poutine passe à l'acte. Hein, il ne reste pas inerte, il continue de faire le ménage pour des raisons... Voilà, il peut dire ce qu'il veut. On ne sait pas si c'est vraiment pour ça. En ce qui concerne Shoigu, non, il n'est pas limogé. Il n'est pas limogé, c'est une promotion. Shoigu a été déplacé. Un conseil de sécurité, dont certains estiment que maintenant c'est une espèce de cimetière des éléphants. Oui et non, parce que ça coordonne les services de renseignement russes, quand même. Donc, c'est des éléphants encore assez vivants. Manifestement, avec des grosses défenses. Est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur le fait que Poutine avait envie d'un profil différent au ministère de la Défense? Je crois comprendre qu'à travers la nomination d'un nouveau ministre de la Défense qui est un économiste et qui va prendre en gros la tête de l'économie de guerre, il a besoin d'avoir au Conseil de sécurité quelqu'un qui chapeaute le complexe militaro-industriel pour faire binôme avec son successeur. Et c'est vrai que cette position-là, en tout cas, à moins que le Conseil de sécurité nationale devienne, comme vous le dites, un cimetière des éléphants, mais à preuve du contraire, pour l'instant, c'est vraiment l'organe qui permet de conseiller Poutine sur ses propres décisions. Et donc vous dites, ça n'est pas, c'est une promotion, ça n'est pas une vraie fausse promotion. C'est une promotion. Dernière chose, pour les Américains, Poutine est désespéré. C'est ce que prouve ce remaniement.
Tout le monde n'a pas la même interprétation. Le remaniement militaire russe montre que Poutine est désespéré. C'est ce qu'a dit hier le département d'État. D'accord, pas d'accord ? Pas d'accord. Pas d'accord. Poutine n'est pas désespéré. Ça n'est pas la preuve, en tout cas, de Désespérant, sa mais désespéré, je ne fébrilité. sais pas. Merci beaucoup, en tout cas, Pierre Reymann. Merci beaucoup, Jade. Vous revenez dans un instant. On peut parler de bourbier, israélien ou pas. On verra en tout cas dans les zones